Bien, bonjour et bienvenue à tous et merci d'être venus jusqu'ici en bravant tempêtes et marées. Donc, comme je dis toujours, c'est un plaisir de se retrouver dans la chaleur du Collège de France. Donc, la semaine dernière, nous avons vu différentes façons dont se décline ce que Tsvetan Todorov appelait la question de l'autre. Todorov parlait en l'occurrence de la conquête de l'Amérique, du Nouveau Monde, par les Portugais et les Espagnols, qui a donné lieu à l'anéantissement de populations entières et de cultures très anciennes. Mais aussi, elle a donné lieu à des controverses en Europe, comme celle de Valladolid en 1550, car force était de décider si, oui ou non, ce qu'on appelait alors ces Indiens du Nouveau Monde étaient des fils de Dieu, comme les Européens, et s'ils étaient véritablement fils de Dieu, il devenait injustifiable de les réduire en esclavage, c'est-à-dire à l'état de bêtes de somme. Alors, l'affrontement entre, à l'autre bout du continent eurasiatique, donc l'affrontement entre les Khan et les peuples des marges, a commencé par les nomades du nord et de l'ouest, notamment les Xiongnu, présente certains traits communs avec le rapport entre Européens et Indiens du Nouveau Monde, puisqu'il s'agit de décider si ces êtres, je cite, au visage humain mais au cœur de tigre, la fameuse expression donc Zhenmian Shouxin, sont ou non civilisables. Donc ça, c'était la grande question. Mais cet affrontement est en réalité d'un autre ordre, puisque les Xiongnu, vous vous en souvenez, avaient en effet leur propre empire, en quelque sorte, et représentaient une menace sérieuse et omniprésente pour les Han, qui devaient élaborer toutes sortes de stratégies et de stratagèmes pour traiter avec ces nomades, étant donné que l'usage de la force n'était de toute évidence pas suffisant. D'où le recours à une diplomatie des alliances, donc Heqin, c'est l'expression que vous avez sur cet embout de tuiles que je vous ai montré la dernière fois. C'est-à-dire, donc, l'idée, c'est finalement de se, au fond, de s'assurer l'allégeance de ces nomades par notamment une politique de mariage. Donc, on envoie des princesses chinoises, donc épouser ces chefs nomades. Et il y a également la diplomatie des otages, les fameux zhi. Donc, en somme, on échange des otages en gage, en quelque sorte, ou bien des princesses Han contre des chevaux du Ferghana. Et comme le faisait remarquer très justement un auditeur la dernière fois, cette diplomatie Han pratiquée il y a 2000 ans se retrouve actuellement dans la fameuse diplomatie chinoise du panda, où les pandas auraient en quelque sorte remplacé les otages humains. Donc là, voici une photo très récente de notre première dame aux zoo de Beauval. Donc, elle baptise en quelque sorte ce bébé panda. Vous voyez que tout le monde a la bouche en cœur et vous retrouvez également cette expression attendrie
sur le visage du Premier ministre canadien Stephen Harper et son épouse en 2012. Bon, il est vrai que ces peluches sont vraiment irrésistibles, et c'est d'autant plus amusant de voir donc ces hommes et femmes politiques craquer complètement devant ces petites boules de poils, qu'on note par ailleurs une oscillation intéressante entre le symbolisme du dragon chinois, associé au hard power chinois, donc disons à la puissance dure. Alors vous avez ça, qui est évidemment nettement moins sympa. Vous l'avez en forme de timbre aussi, donc là, l'imagerie, la représentation du dragon est sans équivoque ici. Et évidemment, quand vous comparez avec ça, autre timbre, donc, où vous voyez une maman panda avec ses deux bébés, vous avez cette oscillation donc, entre le hard power, donc la puissance dure, et le soft power, donc la puissance douce en quelque sorte. Alors, vous avez cette oscillation, cette alternance de la face terrible, au sens propre du terme, c'est-à-dire qui induit la terreur, la face terrible et la face aimable, cette alternance de la carotte et du bâton, qui est donc déjà présente dans la diplomatie Han, notamment vis-à-vis des Xiongnu, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Alors, en effet, à la différence des Amérindiens que nous avons vus submergés par la supériorité technologique des Européens, donc on les a vus, donc ces Amérindiens couverts de peau de bête, mais simplement armés de lances et de flèches, alors qu'ils ont en face d'eux des Espagnols qui sont armés en armure, armés jusqu'aux dents d'arquebuses et d'armes à feu. À l'inverse, donc à la différence des Amérindiens, les Xiongnu ont les moyens de tenir tête aux Han et même d'exiger de traiter avec eux sur un pied d'égalité. Donc c'est une expression récurrente dans les sources. Ils réclament le xiangdang, c'est-à-dire la réciprocité. Et le résultat, nous l'avons vu, en est qu'un officier Han en mission chez les Xiongnu doit se plier à leurs usages, c'est-à-dire se défaire de ces insignes et se tatouer le visage avant de pouvoir entrer dans la yourte du Chanyu, donc du chef Xiongnu. De la même façon qu'un émissaire Xiongnu arrivant à la cour des Han, donc à la cour des pays centraux, donc, doit se plier au rite chinois. Donc voilà, donc faire toute la gestuelle rituelle, etc. Donc les Xiongnu nous disent bon, il n'y a pas de raison. Vous, quand vous venez chez nous, vous faites comme nous en avons la coutume. Alors cette politique cette diplomatie du panda avant la lettre, donc pratiquée par les Han, vous la trouvez illustrée également dans un texte qui est très intéressant à cet égard. Il s'agit donc du Yantie Lun, c'est-à-dire donc de Lun. On pourrait traduire aussi, pourquoi pas, par controverse, discussion sur yen, c'est-à-dire le sel, et tie, le fer. Alors, il s'agit d'une sorte de procès-verbal d'un débat qui a eu lieu à la cour des Han, donc en l'an 81 avant l'ère chrétienne, et qui opposait donc deux positions
en débat. Alors, vous aviez d'un côté donc, la position représentée par le grand secrétaire, qui représente au fond la position gouvernementale, la raison d'État, qui défend donc l'établissement de ce monopole sur le sel et le fer pour financer donc la campagne de conquête lancée par Han Wudi, donc au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Et en face, vous avez ceux qu'on appelle donc les lettrés, qui sont en fait des espèces de confucéens bontins, et qui, eux, défendent une politique confucéenne, c'est-à-dire justement cette fameuse politique par le jeune, c'est-à-dire une politique d'humanité qui prétend que justement cette conquête par la force, par l'imposition de la force, n'est pas productive et qu'il vaut mieux donc instaurer une politique humaine à long terme. Alors, vous avez de ce livre une excellente traduction de Jean Lévy dans cette collection bleue des belles lettres, bibliothèque chinoise, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, avec d'autant plus d'enthousiasme que je la co-dirige. Et donc, vous avez ici cette traduction que Jean Lévy a choisi d'intituler « La dispute sur le sel et le fer ». Et je suis d'autant plus contente d'évoquer le nom de Jean Lévy qu'il va nous faire l'honneur de venir nous parler donc, dans notre séminaire de cet après-midi à 16h30 sur une question, alors là aussi très disputée, à savoir celle de l'authenticité donc du texte des entretiens. Donc j'ai eu l'occasion ici même de vous en entretenir justement assez longuement, et Jean Lévy a ses propres donc opinions là-dessus. Et je profite de ce que je suis en train de parler de cette collection des belles lettres pour vous suggérer, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, l'un des récents volumes parus de la collection est une anthologie donc, concernant, une anthologie de textes courts en général, concernant le papier, l'histoire du papier dans la Chine impériale, que nous devons à notre excellent collègue Jean-Pierre Drège, un très grand savant, un des meilleurs sinologues de notre génération. Et vous avez donc ce magnifique volume où on apprend vraiment plein de choses et qui est préfacé par Éric Orsena. Bien, alors donc je reviens à mon chapitre de cette dispute sur le sel et le fer, et il s'agit donc de cette politique justement du Heqin, c'est-à-dire donc de cette politique de recherche de la paix par Qin, c'est-à-dire par alliance. Alors, je ne perds pas trop de temps à vous lire le texte en détail, mais je vous lis simplement la traduction, ceux qui peuvent donc suivre sur le texte original sur la diapositive. Donc, vous avez d'abord la position du grand officier, du grand secrétaire, donc, qui représente donc, le point de vue de l'État. Alors, il commence par justement attaquer bille en tête la conception confucéenne justement du gouvernement, qui est faite justement de ritualisme. Nous devons respecter les rites même vis-à-vis de nos ennemis, etc. Et il commence par dire, certes, ce roi Yen de Shu, donc même s'il a pratiqué justement le yi, le sens du juste, ça l'a conduit
au mie, c'est-à-dire à sa disparition totale. Et de la même façon, le royaume de Luo, donc le pays natal de Confucius, fut amputé, et là je lis la traduction de Jean Lévy, donc fut amputé d'une partie de ses provinces en dépit de l'attachement de son prince, le duc Ai, au confucianisme. Là, je vous ai souligné donc cette expression, donc haoru, c'est-à-dire donc de son amour pour justement l'enseignement confucéen. Alors, ces deux princes connurent des revers pour s'être exclusivement voués aux activités civiles aux dépens des vertus martiales. Donc là, vous avez cette dichotomie, enfin très très fameuse en Chine, donc le Wen et le Wu. Donc ces deux princes ont péri, ou vraiment ont connu la défaite parce que ils connaissaient le Wen, c'est-à-dire donc la culture justement raffinée, ritualiste, la culture écrite, mais ils ne connaissaient pas donc justement l'art de la guerre, montrant par là qu'ils ne connaissaient qu'un des deux versants de l'art politique. Donc, si le sage se doit d'être vertueux, donc en chinois vous avez donc Ku Junzi Du Ren Yi Xing, donc il faut aussi qu'il sache construire des murailles pour se protéger et fabriquer des engins de guerre en vue de se défendre contre les agressions des méchants. Alors ce que Jean Lévy traduit par méchants, ce sont les purenj, c'est-à-dire ceux qui justement ne pratiquent pas la vertu d'humanité confucéenne. Donc ce que dit le grand secrétaire, c'est qu'au fond, certes, pourquoi pas, on peut essayer d'être vertueux, mais en même temps, il faut savoir justement organiser, enfin construire une défense militaire. Voilà pourquoi les chasses de printemps et d'automne fournissaient l'occasion de passer le peuple en revue et de compter les armes, de crainte qu'il ne relâche sa vigilance. Donc là, c'est un lien bien connu justement entre la pratique des chasses royales avec justement l'entraînement à la guerre. Les lances et les boucliers sont les nerfs d'une nation, les murailles et les fortifications sont l'épine dorsale. C'est se dépouiller de ses vêtements et offrir son cœur au coup de l'ennemi que de les négliger. Alors maintenant, donc, le grand secrétaire passe justement au Xiongnu ici. Alors les Xiongnu, alors Jean Lévy prend le parti de traduire Xiongnu par les Huns, donc les Huns que nous avons connus de notre côté de l'Europe bien plus tard. Alors cette assimilation est encore discutée, bon ça c'est un parti pris de Jean Lévy, pour essayer justement de parler davantage en fait au public européen. Donc les Xiongnu manœuvrent avec rapidité et se déplacent sans bruit. Ils attaquent toujours au défaut de la cuirasse. Sans un minimum de défense, nous allons au désastre aussi sûrement que si nous offrions nos poitrines nues aux flèches et aux catapultes. Voilà ce que les hommes qui gardent les frontières redoutent et ce que nous voulons éviter à tout prix. Donc ici, vous avez une rhétorique assez belliqueuse que j'ai appelée la dernière fois hawkish pour emprunter un vocabulaire américain, donc une rhétorique des aigles par rapport aux colombes confucéennes. Et maintenant, vous allez avoir donc la réponse justement des colombes confucéennes avec les wenxue, c'est-à-dire donc les lettrés, justement ceux qui représentent le wen, c'est-à-dire ces vertus de la civilisation et du raffinement ritualiste. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement décida d'ouvrir les passes afin de permettre aux Xiongnu, je continue à utiliser le mot Xiongnu bien que Jean Lévy continue à parler des Huns, donc
permettre aux Xiongnu et aux Chinois d'échanger leurs produits. Donc là, nous avons une indication intéressante sur ces colombes confucéennes qui défendent au fond le libre marché. Bon. Alors, depuis les Chanyu, donc les chefs, jusqu'aux plus pauvres des barbares, tous étaient nos alliés et nos vassaux. Alors, ce que Jean Lévy traduit ici, c'est donc cette expression que vous avez ici, voilà, ici, donc Jie Qing Han Nei Fu, c'est-à-dire donc littéralement tous ces barbares étaient tous Qing Han, c'est-à-dire en alliance avec les Han, et Nei Fu à tel point qu'ils étaient intégrés à l'intérieur donc du système des allégeances chinoises dont nous avons parlé précédemment. Alors ces barbares allaient et venaient le long de la Grande Muraille. Par la suite, après le traquenard manqué d'un certain Wang Hui au bourg du Cheval, les Xiongnu indignés rompirent l'alliance. Donc là, vous avez ici, donc là tout d'un coup, les Xiongnu tueurs Heqin, c'est-à-dire donc ils mettent fin donc à cette politique de paix par alliance et commencèrent à attaquer les passes et les routes. Alors ici, l'épisode auquel il est fait allusion figure donc dans le Shiji, dans les mémoires historiques de Sima Qian, au chapitre dont nous avons lu un passage consacré donc précisément aux Xiongnu. Alors, ce dont il est question ici, c'est que précisément les Han avaient cherché à attirer donc le chef Xiongnu et son armée dans un traquenard en lui faisant miroiter des richesses entreposées à ce lieu dit donc du bourg du Cheval. Mais le Chanyu, donc le chef Xiongnu, qui n'était pas un imbécile, a subodoré donc le piège et donc il a regagné son campement. En sorte que tout ce déploiement militaire, quand même quelques 300 000 hommes, qui avaient été postés en embuscade, tout ce dispositif n'avait eu d'autre résultat que d'exciter la colère des Xiongnu. Et donc, logiquement, après l'échec de son plan, passez-moi l'expression foireux, donc Wang Hui eut la tête tranchée. Donc, on remarquera ici que ce sont les lettrés qui rappellent que ce sont les Han, en fait, qui ont commencé à vouloir duper les Xiongnu et qu'il fallait s'attendre à une réaction assez violente de leur part. Et ce n'est donc pas ce que prétend le chapitre sur les Xiongnu du Hanshu que nous avons lu et qui nous dit si vous faites un traité avec ces nomades, ils dilapident vos présents et vous dupent. Là, il semblerait que en fait, ce soit plutôt le contraire. Donc, ce sont les Han qui ont commencé ce jeu de dupes. Alors, donc, la suite du texte nous dit dès lors, le pillage ne cessa plus. On lançait campagne sur campagne, les frontaliers ne quittaient plus leurs arcs ni leurs armures, sarclant les champs recouverts de leurs cuirasses, les yeux rivés sur la ligne d'horizon, et dès que s'allumaient les feux d'alarme, les hommes valides sortaient avec leurs arbalètes, tandis que les vieillards se terraient dans les abris. On ne peut évoquer un tel spectacle sans avoir la gorge serrée. Le livre des Odes dit, alors là on reconnaît bien nos lettrés confucéens, il y a un moment donné, ils vont vous citer des classiques. Donc le livre des Odes dit « À celui qui m'offre une pêche, je donne une prune ». Et la leçon, c'est que nous n'avons jamais entendu dire que la bonté ait jamais apporté le mal en retour. Autrement dit, si vous traitez les gens avec humanité, ils vous le rendront. Mais il est évident que si vous les traitez avec inhumanité, ils vont vous rendre également l'appareil. Donc l'homme de bien est déférent et sait ménager
la susceptibilité d'autrui. Il est respectueux et traite tous les hommes avec humanité. Celui qui, ayant fait son examen de conscience, ne découvre en lui aucune faute, quelle crainte pourrait le tourmenter? Donc là, vous avez également un très bel exemple de rhétorique confucéenne. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cette dispute sur le sel et le fer, c'est que vous avez constamment cette confrontation argumentée de vraiment deux façons de concevoir la politique, qui sont totalement opposées. Alors, c'est pour ça donc, que je pensais que c'était intéressant donc, d'en parler aujourd'hui. Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, ce sont les mêmes Xiongnu qui ont contraint les Han à aller chercher très loin à l'ouest des alliés pour tenter donc, de les prendre en tenaille et de limiter leur expansion. Et c'est donc ainsi que les Han sont entrés en contact avec le monde que nous appelons aujourd'hui Asie centrale et le monde indien, donc le subcontinent indien. Alors, dans les récits qu'en font le Shiji, donc les mémoires historiques de Sima Qian, et le Han-shu, c'est-à-dire donc les annales des Han antérieurs, dans ces récits, nous l'avons vu l'année dernière, apparaît la mention d'une contrée qui va rester durablement dans l'imaginaire chinois. Et cette contrée est appelée dans les sources chinoises Shentu. Alors, vous avez des variantes, des prononciations diverses, donc ça peut être également Juantu ou Yuantu, et une appellation qui est destinée à se confondre avec l'appellation plus moderne, donc qui est encore celle usitée actuellement, de Yintu pour désigner l'Inde. Donc, il s'agit ici donc d'une translittération probablement du sanskrit, donc Sindhu, qui désigne un fleuve ou une rivière, ici donc vraisemblablement l'Indus, qui est son nom latin, dont le bassin inférieur est connu sous le nom de Sindh. Sindh, qui est actuellement une région au Pakistan. Et Sindhu est donc à l'origine ce mot hindou par lequel les hindous se désignent eux-mêmes aujourd'hui. Alors, vous avez ici un passage du Hou Han-shu, c'est-à-dire donc des annales des Han postérieurs, dans un chapitre entièrement consacré donc au Xiyu, c'est-à-dire donc aux contrées de l'Ouest. C'est dans ces sources Han que nous commençons à voir apparaître cette notion de Xiyu. Le Xi, c'est donc l'Ouest, et c'est donc quelque chose qui va désigner d'abord justement tout l'Asie centrale et le monde indien, comme je l'ai dit, et bien plus tard va désigner donc disons une partie plus occidentale, à savoir l'Europe, essentiellement au moment donc où les missionnaires chrétiens commencent à arriver en Chine à partir donc essentiellement du XVIe siècle. Donc cette notion de Xi du Grand Ouest commence à apparaître donc au tournant donc de l'ère chrétienne dans les sources chinoises. Alors, je ne relis pas dans le détail ce passage, mais je pense que pour faire le raccord avec ce que nous disions l'année dernière, c'est important de rappeler rapidement donc la traduction. Alors, le passage commence avec la dénomination Tianzhu, qui est également une façon de désigner très vaguement
le monde au-delà de l'Himalaya, c'est-à-dire donc le monde indien, Tianzhuguo. Le royaume de Tianzhu porte aussi donc ce nom de Chengdu. Ce royaume est situé à plusieurs milliers de li au sud-ouest des Yuezhi. Alors, les Yuezhi, nous allons voir que justement c'est ici, plus exactement ici. Donc, ces Yuezhi sont donc une population que justement les Han ont essayé de convaincre de faire alliance avec eux contre les Xiongnu. Donc l'idée, c'était de prendre les Xiongnu à revers, en cherchant des alliances beaucoup plus à l'ouest, et prendre au fond les Xiongnu en tenaille. Alors, les coutumes de ce royaume, de Tianzhu ou de Chengdu, sont identiques à celles des Yuezhi, mais le pays est bas, humide et d'une chaleur étouffante. Donc là, on reconnaît effectivement l'Inde. Ce royaume est près d'un grand fleuve, donc on suppose qu'il s'agit de l'Indus, justement. Les gens montent des éléphants pour aller au combat. Ça a vraiment frappé l'imagination chinoise. Dès qu'on parle d'Inde, on voit tout de suite quelqu'un monter sur un éléphant. Ils sont plus faibles que les Yuezhi. Alors ici, vous avez juste une juxtaposition, vous n'avez pas de lien de causalité, mais on peut éventuellement en supposer un. Ils sont plus faibles que les Yuezhi, ils pratiquent la voie du Bouddha. Aussi, est-ce devenu une habitude pour eux de s'abstenir d'attaquer et de tuer. Quand on part vers l'ouest de chez les Yuezhi et du royaume de Gaofu, au sud, on arrive à la mer occidentale et à l'est au royaume de Panqi. Tout cela fait partie de Chengdu. Chengdu compte plusieurs centaines d'autres villes qui ont chacune leur chef et plusieurs dizaines d'autres pays qui ont chacun un roi. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est de nature à frapper donc le lectorat chinois, cette multiplicité de royaumes. La Chine Han est déjà passablement unifiée et centralisée, et de voir cet émiettement enfin, de royaumes, ça c'est quelque chose qui les frappe beaucoup. Alors bien que ces petits royaumes diffèrent quelque peu les uns des autres, ils portent tous le nom de Chengdu et appartenaient tous à cette époque, alors c'est-à-dire donc à l'époque du document sur lequel se fonde ce passage, c'est-à-dire vers 125 de l'ère chrétienne, ils appartenaient tous aux Yuezhi. Les Yuezhi avaient tué leur roi et installé un général en chef pour mettre leurs gens sous un même commandement. Donc c'est pour ça, là, pour les Han, quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui arrive justement à jouer le rôle d'hégémon, d'imposer son hégémonie sur une multitude de royaumes. La terre de Chengdu produit des éléphants, ça on a compris. Donc là, je pense que ce qui intéresse les Chinois, et ça les intéresse encore, c'est l'ivoire. Des rhinocéros, et là aussi c'est encore d'actualité, donc ce qui les intéresse c'est la corne, de l'écaille de tortue, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'étain. Donc là ils ont repéré qu'il y avait des ressources donc naturelles assez considérables. À l'ouest, cette terre de Chengdu communique avec Daqin, que j'ai souligné en rouge ici, et Daqin est une façon que les Han avaient d'évoquer donc la très lointaine province romaine de Syrie. Donc là, nous touchons avec Daqin donc au monde romain. Et elle en possède des objets précieux. On y trouve aussi des tissus fins, d'excellents tapis de laine, toutes sortes de parfums, du sucre, du poivre, du gingembre et du sel.
À l'époque de l'empereur He, donc c'est un empereur Han qui a régné de 89 à 105, Shuntu envoya plusieurs émissaires apporter le tribut, mais par la suite, les régions de l'Ouest se soulevèrent et le tribut cessa. Sous le règne de l'empereur Huan, aux deuxième et quatrième années de l'ère Yanxi, il vint à 2 reprises apporter le tribut à la frontière de Henan, c'est-à-dire donc à l'extrême sud. Alors, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est donc ici les toponymes. Parce que nous avons quelque chose qui a été observé par un certain nombre de spécialistes et encore tout récemment par une jeune chercheuse américaine du nom de Caitlin Ugoretz, qui est, si je ne me trompe, rattachée actuellement à l'Université de Californie à Santa Barbara. Et donc, elle a produit donc ce qu'elle appelle un working paper, donc en fait une sorte de chantier en cours, qu'elle a intitulé donc Distinguishing the Barbarian, Chinese Exonyms and Characterizations of the Other Across Eurasia. Donc, ce qui signifie distinguer, faire la distinction du barbare, qu'elle met entre guillemets, les exonymes chinois et les caractérisations de l'autre à travers l'Eurasie. Donc les exonymes, ce sont donc ces noms qu'on donne aux étrangers ou aux pays étrangers. Et elle fait une synthèse justement de ce qui a été observé par ses prédécesseurs en proposant des considérations, à mon avis, très intéressantes sur un glissement très net à l'époque Han dans le choix des noms utilisés pour désigner les populations non chinoises et notamment le glissement dans les graphies de ces noms. Alors, vous voyez sur la carte, sur la diapositive, nous avons effectivement donc une grosse partie du continent eurasiatique qui est divisée par cette ligne rouge en pointillé. Alors, inutile de dire que cette ligne est totalement artificielle, bien sûr, mais elle fait quand même apparaître qu'à l'ouest de cette ligne, vous avez donc un regroupement d'exonymes qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'est. Alors, pour vous rendre les choses un peu plus claires, peut-être, vous avez donc ici, à gauche de la diapositive, les exonymes qui nous sont un petit peu familiers maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont réservés donc aux marges des pays centraux, des pays Han, donc à commencer par les Xiongnu. Ensuite, vous reconnaissez ici les Ti, les Man. Et on remarque que, et ça je pense que c'est un phénomène Han, que vous avez dans beaucoup justement de ces dénominations l'ajout de radicaux, ou ce qu'on appelle familièrement des clés, ce que vous avez sur soit à gauche, soit en bas des caractères, des radicaux qui évoquent le monde animal. Alors, vous avez ici, par exemple, les Ti, donc Xiongnu, à commencer par Xiongnu. Il faut rappeler que Nu veut dire esclave. Donc déjà,
vous avez une connotation quand même assez claire dans la désignation donc, de ces nomades du Grand Ouest et du Grand Nord chinois, hein, qu'on traite d'emblée donc d'esclaves. Ça nous rappelle un petit peu les esclaves par nature d'Aristote. Hein. Bon. Alors, ensuite, vous avez ti, par exemple, et vous avez sur la partie gauche du caractère donc ce qui isolé donne ce radical-là qui veut dire le chien. Donc les ti, ce sont des chiens. Et vous avez dans la foulée, si j'ose dire, donc une autre peuplade qu'on a appelée carrément donc les Qianrong, c'est-à-dire donc les Rong. Les Rong, ce sont les non civilisés de l'Ouest, vous vous rappelez peut-être, qu'on appelle carrément les Rong chiens. Voilà. Alors, si vous prenez maintenant les non civilisés du Sud, c'est-à-dire les Man, vous voyez donc dans la partie inférieure du caractère ce radical ici, hein, qui désigne donc tout ce qui rampe. Alors les insectes, les vers, les reptiles, hein, ce qu'on appelle en anglais les creepy crawlies, hein, donc tout ce qui vous fait horreur en gros. Hein, bon. Et donc vous retrouvez ce radical donc, du ver rampant, hein, pour qualifier donc les non civilisés du Sud et pour ne rien arranger dans la terminologie actuelle. Hein, pour parler d'un sauvage en chinois moderne, on parle de Yeman, c'est-à-dire donc de sauvage man. Bon, et vous retrouvez donc ce radical du rampant, hein, pour le nom d'autres peuplades, hein, les Zhou, 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 etc. Hein. Bon. Ensuite, je passe à cet autre radical qui, lu indépendamment, se lit que et qui veut dire donc le cuir, c'est-à-dire la peau de bête. Et vous le retrouvez là aussi, ce radical, dans le nom d'une population qui s'appelle les Mohe. On va voir sur la carte tout à l'heure. Et pour finir, vous avez aussi des peuplades qu'on affuble aimablement donc, du radical du yang ici, c'est-à-dire yang, ce sont tous les ovins, mais en particulier les boucs. Donc vous avez les qiang, hein, donc vous retrouvez ce radical, et vous avez les jie aussi, jie qui veut dire carrément un bouc châtré. Donc vous avez toutes ces dénominations fort aimables, hein, de ces populations, hein, que vous retrouvez donc sur la partie est de la carte. Hein, donc vous avez vos Xiongnu ici, n'est-ce pas? Vous avez donc les Man ici au sud, vous avez les Ti au nord, vous avez donc les Mohe ici, donc les peaux de bête ici, vous avez les Qiang, les boucs ici, enfin donc voilà. Hein. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une série de pays qui sont, ou de noms de peuples, qui sont précédés de l'adjectif ta, ce qui veut dire grand. Alors vous avez donc les ta yuezhi, ces yuezhi avec qui les Chinois voulaient faire alliance, donc pour les flatter, on les appelle grands. Hein, bon. Vous avez un autre pays qui s'appelle Ta Yuan, qui est donc le fameux Fergana d'où viennent ces chevaux si convoités, avec lesquels on est prêt à échanger des princesses. Vous avez aussi, encore plus intéressant, Ta Xia et Ta Qin. Alors Ta Xia désigne donc la Bactriane, et Ta Qin, comme je l'ai dit tout à l'heure, désigne donc l'Empire romain. Alors ici,
on fait fort parce que non seulement on les qualifie de grands, on retrouve donc cet adjectif ta, hein, mais en plus on leur donne le nom, des noms qui sont en principe réservés à la Chine. Hein. Donc xia, en principe, ça désigne les huaxia, c'est-à-dire les Chinois, et Qin, c'est le nom donc d'une dynastie chinoise et non des moindres, puisque c'est elle qui a unifié donc l'espace chinois. Alors en dessous, vous avez Kangju et Anxi. Donc Kangju, c'est donc la Sogdiane, et Anxi, c'est le pays des Parthes, le royaume des Parthes. Donc là, vous avez des noms qui à consonance extrêmement agréable, puisque Kangju, ça veut dire en fait une demeure saine, hein, et Anxi, ça veut dire donc un repos serein. Hein. Bon, si vous prenez le sens littéral des termes. En dessous, vous avez Kueshuang, qui désigne le royaume des Kushan. Donc, alors Kueshuang, ça veut dire la rosée noble. Kue, hein, et enfin, en bas de la liste, vous avez Tianzhu, donc, qui désigne donc ce monde indien, hein, où vous retrouvez donc ce mot Tien qui veut dire donc le ciel, hein, et qui a donc des connotations extrêmement laudatives. Tout ce qui est du ciel, ce qui est céleste, hein, se retrouve notamment dans justement la désignation de ces fameux chevaux du Fergana, dont vous avez une représentation ici très, très, très fameuse, qu'on a appelée donc les chevaux célestes, les Tianma du Fergana. Et ici, ce cheval est représenté véritablement comme étant dans le ciel. Il semble voler. D'abord, il a un de ses sabots appuyé sur une hirondelle. Et vous voyez, c'est un cheval absolument magnifique avec une silhouette extrêmement élancée qui est en pleine course. Là, vous le voyez de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, on comprend on comprend que l'empereur Han ait voulu échanger des princesses chinoises contre des magnifiques bêtes comme ça. Hein. Bien. Alors, donc là, je reviens à ma carte. Donc, vous retrouvez ici ces dénominations. Donc, à l'ouest de cette ligne imaginaire, donc vous avez les Yuezhi, vous avez Kangju, vous avez les Dayuan, etc. Enfin, Daxia ici, Daqin ici à l'extrême ouest. Vous avez Anxi ici, Kueshuang, et ici donc Tianzhu, hein, autrement appelé Shenzhou. Bien, alors je reprends donc la suite du texte, de notre texte des annales des Han postérieurs, consacré aux contrées de l'Ouest. Et le texte continue en vous disant, on raconte d'une génération à l'autre que l'empereur Ming, c'est un empereur Han qui a régné de 58 à 75, nous sommes maintenant dans la partie postérieure donc de cette dynastie Han. Donc on raconte que l'empereur Ming vit en rêve un homme tout en or, de haute stature, portant une lumière brillante au sommet du crâne. L'empereur interrogea la foule de ses ministres et l'un d'eux lui dit « À l'ouest, il y a une divinité qui a pour nom Fo », c'est la transcription chinoise pour le Bouddha. Son corps mesure 16 chi, si on fait le calcul, il mesurait plus de 3 mètres, et il est de couleur dorée. Là-dessus, l'empereur envoya des émissaires au Tianzhu, donc en Inde, pour s'enquérir de la loi du Bouddha, c'est-à-dire du dharma du Bouddha. À la suite de quoi, on vit apparaître dans les pays centraux
c'est-à-dire donc la Chine Han, on vit apparaître des images et des statues de ce Bouddha. Le roi de Chu, un certain Ying, donc c'était le demi-frère de l'empereur Ming, commença à croire aux techniques bouddhiques, et pour cette raison, dans les pays centraux, certains adoptèrent cette voie du Bouddha. Par la suite, l'empereur Huan, qui a régné donc de 147 à 167 de l'ère chrétienne, cet empereur Huan se mit à adorer la divinité et à offrir plusieurs sacrifices à Futu, c'est-à-dire autre translittération possible de Bouddha, et à Laozi. Donc cette combinaison donc, de Futu, de Bouddha et de Laozi ici, c'est quelque chose de très intéressant parce que le Bouddha est d'abord considéré comme une espèce d'alternative à Laozi. Donc ils sont très souvent associés. Les gens du peuple commencèrent à adopter ce culte, puis ils devinrent de plus en plus nombreux à y adhérer. Alors, vous avez donc une représentation justement de ces épisodes de la découverte, non pas de l'Amérique, mais de l'Ouest, des contrées de l'Ouest, par le monde Han. Alors ici, vous avez la reproduction d'une peinture murale qui se trouve donc dans les grottes de Donghuang, donc à l'ouest de la Chine actuelle, dans la province du Gansu. Et vous avez sur la même paroi donc la représentation que je vous montrais la dernière fois, donc du départ de Zhang Qian, de ce général chinois, envoyé par Han Wudi vers l'ouest pour chercher justement des alliances contre les Xiongnu. Donc vous avez cette scène d'adieu qui est évidemment tout à fait fictive, légendaire, et vous voyez que donc cette scène vous l'avez ici, et en haut donc de cette peinture, vous avez la représentation justement de cette légende attribuée donc à l'empereur Ming, au rêve de l'empereur Ming, qui voit en rêve donc un homme doré et sur lequel il envoie justement des émissaires vers l'ouest, de nouveau, pour chercher des informations. Et donc ici, vous avez la représentation très naïve et évidemment également encore plus fictive, justement de ce Bouddha et de son acolyte. Donc, alors évidemment, la peinture est abîmée, donc vous ne voyez pas que c'est doré, mais c'est une représentation donc justement de cette légende. Et donc, nous avons ici l'une des premières mentions, des toutes premières mentions de cette présence bouddhique d'origine indienne en terre chinoise. Et c'est cela justement que sur lequel nous allons nous pencher maintenant. Alors, je ne pense pas pouvoir aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Nous reprenons notre pérégrination vers l'ouest la semaine prochaine, donc pour une dernière séance avant les fêtes de Noël et avant de reprendre au mois de janvier. Donc, merci de votre attention et à bientôt.